Bonjour, c'est Vrard, bienvenue sur ma chaîne. L'année passée, j'avais présenté une vidéo expliquant que la bombe atomique n'existe pas. C'était ma première vidéo d'ailleurs. J'ai supprimé ensuite parce qu'il y avait quelques erreurs, des erreurs de débutants on va dire. Je présente maintenant une nouvelle version de cette vidéo expliquant que la bombe atomique n'existe pas. J'ai corrigé les erreurs bien sûr, j'ai amélioré et j'ai rajouté de nouvelles informations. Pour tous ceux qui me suivent, merci pour vos commentaires et aussi pour vos critiques. C'est vous qui me motivez pour continuer à faire ce travail. Franchement merci. Il n'y a pas que ça. C'est important aussi qu'on communique tous ensemble pour savoir la vérité concernant le monde qui nous entoure. Pour terminer, pensez à vous abonner, parce que dans la prochaine vidéo, je vais traiter d'un sujet qui va vous surprendre et qui je crois n'a jamais été évoqué sur internet. Voilà, j'ai assez parlé, place aux images. Pour comprendre pourquoi la bombe atomique n'existe pas, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne en théorie. Alors tranquille, j'ai simplifié au maximum les explications pour ceux qui ne sont pas familiers avec la physique. Alors toute la matière est composée d'atomes. Cet ordinateur, cette montagne, ma main, l'air sont composés d'atomes. La définition d'atome a un petit peu changé maintenant avec la physique quantique, mais on retiendra qu'un atome est composé d'un noyau d'électrons tournant très rapidement autour de ce noyau. Le noyau est lui-même composé de particules aux noms étranges, comme les leptons, les bosons, les protons, les neutrons, etc. Et un atome est tellement petit qu'il est invisible même avec les microscopes les plus puissants. Il faudrait plus de 1000 milliards d'atomes pour remplir le volume d'une tête d'épingle. Et lorsqu'un atome est très lourd, comme l'uranium par exemple, il est instable et se brise facilement en deux, soit de lui-même, soit parce qu'il a capturé un neutron. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. La fission nucléaire, c'est l'inverse, on fait fusionner deux noyaux d'atomes. Donc ici on voit un noyau d'atome qui capture un neutron, l'atome se brise en deux, libère 2 ou 3 neutrons, de la chaleur et de la radioactivité. Lorsqu'il y a peu d'uranium, si un noyau se brise et libère de neutrons, ceux-ci s'échappent trop rapidement à plus de 20 000 km par seconde, et les autres noyaux d'atomes ne pourront pas les capturer. Il y aura donc très peu de fission nucléaire et peu de radioactivité émise. C'est pour cela que les techniciens dans les centrales nucléaires peuvent manipuler de petites quantités d'uranium à main nue. Lorsque la quantité d'uranium atteint une masse de 48 kg, ce qu'on appelle la masse critique, alors se déclenche une réaction en chaîne. Chaque neutron sortant d'un noyau d'atome va briser un autre noyau d'atome, celui-ci libérant 2 ou 3 neutrons qui vont à leur tour briser d'autres noyaux d'atomes, et ainsi de suite. En une fraction de seconde, des milliards et des milliards d'atomes seront brisés, dégageant de la chaleur et un rayonnement ionisant qui peut être très nocif. Pour la même quantité de matière, cette réaction en chaîne produit 1 million de fois plus d'énergie que la réaction de combustion du pétrole. C'est cette chaleur qui est utilisée dans le cœur du réacteur du centrale nucléaire pour produire de l'électricité. Et la réaction est exactement la même dans une centrale nucléaire que dans la théorie d'une bombe atomique. La différence est que dans une centrale nucléaire, on utilise un uranium peu enrichi, environ 5%, alors que selon la théorie de la bombe atomique, il faut utiliser un uranium très enrichi, 90% environ et plus. Et surtout, dans une centrale nucléaire, on ralentit la vitesse des neutrons pour que les noyaux d'atomes les captent plus facilement. Ainsi, on diminue le nombre de fissions pour que l'énergie soit lentement libérée pendant des années. Alors que dans une bombe atomique, on voudrait au contraire augmenter au maximum le nombre de fissions pour déclencher une réaction en chaîne et libérer le maximum d'énergie en un minimum de temps. Alors comment fonctionne en théorie une bombe atomique? On place éloignés les uns des autres des blocs d'uranium qui sont en dessous de la masse critique pour que la réaction en chaîne ne se déclenche pas, puis on va les rassembler en un seul bloc. Alors maintenant la masse critique est atteinte et cela déclenche la réaction en chaîne et la soi-disant explosion atomique. Bien sûr, ce n'est que de la théorie. Alors pour la bombe d'Hiroshima, ils prétendent avoir utilisé le système dit pistolet. Ils ont placé des anneaux d'uranium au début d'un tube et un cylindre d'uranium à l'autre bout de ce tube. Puis une explosion a projeté les anneaux qui sont encastrés sur le cylindre, la masse critique étant atteinte, cela a causé l'explosion atomique. Ensuite, pour les autres prétendues explosions et tests atomiques, ils ont utilisé un procédé différent. Ils ont placé une sphère pleine d'uranium au milieu de la bombe atomique et autour ils ont placé une autre sphère d'uranium creuse, les deux sphères étant séparées par quelques centimètres. Autour de la sphère extérieure, ils ont placé des explosifs, des charges explosives, et en faisant exploser ces charges, cela a compressé la sphère creuse sur la sphère pleine. Et une fois les deux sphères réunies, la masse critique était atteinte, cela a déclenché la réaction en chaîne,
et donc l'explosion atomique. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. La vérité est un peu différente. Toutes les images d'explosion atomique montrent systématiquement une énorme quantité de fumée. Or, à part la vapeur d'eau, la fumée est toujours composée de particules imbrûlées provenant d'une réaction chimique. Et ici, il ne s'agit pas d'une réaction chimique, il s'agit bien d'une réaction atomique réalisée à partir d'atomes d'uranium qui se divisent en deux. Il ne peut donc pas y avoir d'imbrûlé. De plus, la fumée est presque toujours composée de carbone, d'azote, de soufre sous différentes formes. Or, dans la matière fissile de la bombe atomique, il n'y a pas un seul atome de carbone, pas un. Il n'y a que des atomes d'uranium ou de plutonium qui se divisent en deux pour former des atomes plus petits et plus légers. Et cette fission nucléaire ne produit jamais de fumée. D'ailleurs, dans les centrales nucléaires, la réaction de fission avec de l'uranium ne produit aucune fumée, alors que c'est exactement la même réaction en plus lent que dans une bombe atomique. Et la fumée qu'on voit sortir des cheminées des centrales nucléaires provient non pas de la fission des atomes, mais bien de la condensation de l'eau. Alors les charges initiales explosant pour rapprocher les masses d'uranium ne font que quelques kilos. Elles ne peuvent pas être la cause de ces énormes champignons atomiques. Alors cette fumée proviendrait du carbone contenu dans l'air. Mais la proportion du carbone atmosphérique n'est que de 0,037%. C'est beaucoup trop peu pour former une fumée aussi dense. Et surtout, puisque le carbone est noir, à part le diamant, alors tous les champignons atomiques devraient produire une fumée de couleur franchement noire, et non pas ces champignons de couleur blanc, jaune, orange, rouge. Donc la fumée de ces champignons soi-disant atomiques ne provient pas du carbone contenu dans l'atmosphère. Ou alors est-ce que la fumée proviendrait de la végétation au sol qui aurait brûlé et aurait été aspirée avec la chaleur vers le ciel? Mais la majorité des essais de tests soi-disant atomiques ont eu lieu dans un désert où il n'y a que des cactus et très peu de végétation. Les cactus brûlent très mal et ils sont si peu nombreux qu'ils ne pourraient pas produire autant de gaz incandescents et de fumée. La fumée proviendrait de la poussière du sol qui était soulevée. Alors bien entendu, des poussières ont été aspirées pendant l'explosion. Mais un simple calcul montre que le champignon atomique est beaucoup trop volumineux pour qu'il soit constitué que de poussière. Plusieurs centaines de millions de mètres cubes pour une explosion de taille moyenne. Et cela ferait une masse de poussière de plusieurs millions de tonnes. Impossible qu'une telle masse soit de la poussière aspirée depuis le sol. Alors, cette explosion, soi-disant atomique, on voit bien qu'il ne s'agit pas de poussière aspirée du sol, mais bien d'une boule de gaz incandescent qui continue de se consumer en s'élevant. Et surtout, on nous dit que la chaleur générée par l'explosion ferait plusieurs milliers de degrés. Or, à une telle température, toutes les poussières devraient être littéralement volatilisées en gaz et non pas fournir ces énormes volutes de fumée. Et puis regardez cette explosion, soi-disant atomique dans le Pacifique, elle est au-dessus de l'eau, donc le champignon n'est pas constitué de poussière. Alors est-ce qu'avec la chaleur très élevée de l'explosion, l'azote et l'oxygène dans l'atmosphère se sont recombinés entre eux pour former des composés azotés et surtout du dioxyde d'azote? C'est principalement ce gaz qui forme la pollution sur les villes. Mais le dioxyde d'azote est un gaz de couleur brun-orange. Donc si la fumée d'une explosion atomique provenait de la réaction de l'azote de l'atmosphère avec l'oxygène, alors toutes les explosions atomiques devraient montrer un champignon de couleur brun-orange, puisque la proportion d'azote atmosphérique dans l'atmosphère est à peu près la même partout, d'environ 78%. Or plusieurs champignons atomiques sont de couleur noire, voire franchement blanche. La fumée ne provient donc pas de la recombinaison de l'azote atmosphérique avec l'oxygène de l'air. Cette fumée proviendrait de l'azote de l'atmosphère qui serait transformé en carbone 14. Mais on sait que moins de 2% de l'uranium présent dans une bombe atomique subit la réaction en chaîne. Ça fait le volume d'une grosse noix, et cela ne contiendrait pas assez de neutrons pour transformer des milliers de tonnes d'azote atmosphérique en carbone 14. Et puis là encore, le carbone est noir, et on trouve de nombreuses explosions atomiques dont les fumées ne sont pas de couleur noire. La fumée des champignons atomiques ne provient donc pas de la recombinaison de l'oxygène de l'air et de l'azote pour former du dioxyde d'azote. Alors puisque la fumée des explosions atomiques ne provient ni des charges explosives pour déclencher la bombe, ni de la végétation au sol qui aurait brûlé, ni des poussières qui auraient été aspirées, ni de l'azote de l'air qui se serait recombiné avec l'oxygène pour former du dioxyde d'azote,
ni de l'azote de l'air qui serait transformé en carbone 14. Donc d'où provient cette fumée? La seule explication serait qu'il ne s'agit pas de bombes atomiques, mais bien d'explosions classiques utilisant des explosifs conventionnels, TNT, napalm ou fuel. À moins que vous ayez une autre explication, mais je vois vraiment pas quoi. Voici le test Hurricane réalisé par les Britanniques en Australie en 1942. Mais regardez toute cette fumée noire. Cette épaisse fumée noire. Comment une bombe atomique ne contenant que de l'uranium pourrait produire autant de suie noire comme ça? Non, franchement, ils ont exagéré. Alors les explosions atomiques montrent systématiquement une énorme boule de feu. Mais qu'est-ce qui brûle? L'air ne brûle pas, il peut être très chaud mais il ne peut pas brûler comme ça. Ce qu'on voit ici est bien un volume de gaz incandescent qui continue de se consumer. Ce qui ne correspond pas du tout à une explosion atomique puisqu'il ne devrait n'y avoir qu'un flash extrêmement chaud. Ne dites pas que ce sont les poussières aspirées par l'explosion atomique qui brûlent parce qu'on est dans un désert où il n'y a que du sable, et en tout cas pas assez de poussière pour provoquer un tel volume en feu. C'est pas l'uranium qui s'enflamme, parce que l'uranium ne peut s'enflammer que s'il est sous forme métallique, ou sous forme de poudre très fine. C'est un système utilisé pour les munitions modernes, destiné à perforer le métal des blindages. Or, dans une bombe atomique, au contraire, l'uranium n'est pas du tout sous forme de poudre fine, il faut que la masse d'uranium soit la plus compacte possible. On va comparer maintenant deux types d'explosions. Voici un essai atomique, soi-disant atomique, c'est l'essai Grabel, et voici maintenant l'explosion d'une centrale électrique. Et vous voyez, on a la même couleur jaune-orangé, typique d'une explosion contenant beaucoup de gaz et de carbone. Et maintenant, l'explosion d'un dépôt de munitions. Toujours pareil, les mêmes couleurs jaune-orangé. Alors bien sûr, c'est la taille qui est différente. L'explosion soi-disant atomique est beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante qu'une explosion classique. Voici maintenant l'explosion Mohawk, je sais pas comment on dit. Et maintenant, une explosion classique d'un train de combustible dans le Dakota. Toujours pareil, les mêmes couleurs. Jaune, orangé, cette grosse fumée noire. L'explosion d'une bombe en Palestine à Gaza, et l'explosion en Chine. Malgré la différence d'échelle, vous voyez bien que ces deux séries de photos sont très ressemblantes. Or, une explosion atomique ne peut pas produire les mêmes effets qu'une explosion classique, puisque la matière utilisée et la réaction sont totalement différents. Ces photos prouvent que ces explosions soi-disant atomiques sont en fait des explosions avec des réactifs classiques, TNT ou explosifs à base de napalm. La seule différence entre ces deux séries d'images, c'est l'échelle. Les explosions soi-disant atomiques sont beaucoup plus importantes que les explosions classiques, non pas parce que ce sont des explosions atomiques, mais parce que la quantité d'explosifs classiques utilisés est beaucoup plus importante. Ensuite, l'analyse des témoignages des premiers soi-disant tests atomiques prouve bien que ces explosions n'avaient rien d'atomique. Le 13 février 1960, la France a effectué un soi-disant essai nucléaire lors de l'opération Gerboise Bleue en Algérie, alors qu'elle était encore française. Le test était en plein désert du Sahara, donc dans une zone où il n'y avait que du sable, pas un seul arbre. La bombe était installée sur une tour de 70 mètres de hauteur. Et un journaliste présent sur le site décrit ce qu'il voit. La boule de feu est immense. Elle vacille, on dirait qu'elle cherche son équilibre. Un pilier de fumée bouillonnante noire se dresse. On a l'impression d'un dépôt de pétrole qui brûle. Mais une explosion atomique ne peut pas avoir l'aspect d'un dépôt de pétrole qui brûle. Une explosion atomique, si ça existait, ne ferait qu'un intense flash de lumière et c'est tout. Mais en aucun cas, cela ressemblerait à la fumée d'un dépôt de pétrole en feu. Vous trouverez la description précise de tous ces essais nucléaires français au Sahara dans le livre de Christine Chanton, Les vétérans des essais nucléaires. On continue d'analyser ce test Gerboise Bleue. Donc le militaire Roland Weil et 3 autres conscrits se rendent au point zéro 1 heure après l'explosion pour effectuer des prélèvements et planter le drapeau français au centre du cratère. Étonnant, parce que l'essai Gerboise Bleue était 3 fois plus puissant que la bombe atomique d'Hiroshima, qui aurait tué immédiatement 70 000 personnes. Mais là, ces militaires vont 1 heure après l'explosion sur le point zéro sans ressentir aucune radioactivité. Ils auraient dû être victimes de maux de tête, de nausées, de malaise, voire de brûlures. Pourtant, Roland Weil n'en parle pas et commande ceci. En arrivant à une centaine de mètres du point zéro, on ne pouvait plus rouler sur la route en bitume.
Elle était toute fondue par la chaleur. On a continué à pied. Une grande cuvette était formée. C'était tout noir comme du cirage, noir et brillant, comme de la glace. Sur le point zéro, nous avions les pieds qui s'enfonçaient dans le sable, qui était chaud et noir. Il craquait sous nos pieds, comme si nous marchions sur du verre. Il a bien dit que c'était noir comme du cirage. Mais lorsque la foudre impacte le sable, ici dans le Sahara, il est vitrifié et forme ce qu'on appelle des fulgurites. Cela a à peu près la même couleur qu'il avait à l'origine. Mais si le sable est devenu noir comme du cirage, c'est qu'il y avait beaucoup de carbone. Et d'où venait ce carbone? Certainement pas de la bombe atomique puisqu'elle ne contient que de l'uranium. À part les charges explosives pour soi-disant déclencher la bombe, mais ces charges n'étaient pas suffisantes pour transformer une surface de sable de 500 mètres de diamètre en carbone. Le sable ne peut pas non plus se transformer en carbone. Cela prouve que l'engin qui a explosé n'était pas une bombe atomique, mais contenait beaucoup de carbone, donc du TNT, napalm ou fioul. Alors vous allez dire que pourtant des équipes ont bien mesuré de la radioactivité après les essais nucléaires, parce que ces essais sont réalisés avec des explosifs classiques, auxquels sont mélangés certains corps radioactifs. Ensuite, lors de l'explosion, ces radionucléides sont disséminés dans l'environnement immédiat, ce qui laisse de la radioactivité mesurable. Mais cette radioactivité bien mesurable ne provient pas d'une explosion nucléaire, ça provient donc de ces corps radioactifs mélangés avec un explosif classique. Sur le site où a explosé Trinity, la première bombe atomique de l'histoire, on a trouvé du sable qui a été vitrifié par l'intense chaleur de l'explosion et serait devenu vert. Ils ont appelé ce produit Trinitite. On peut même en acheter sur le net pour $200 le morceau de 14 grammes. C'est un bon business. Mais pourquoi ensuite on n'a plus jamais trouvé de Trinitite sur les sites des autres explosions atomiques? Pourtant, il y aurait eu plus de 2000 essais nucléaires dans le monde, dont 210 réalisés par la France, dans le Sahara et sur les îles du Pacifique. Pourtant, de nombreux militaires et civils se sont rendus sur les zones où ont eu lieu plusieurs essais atomiques très puissants à Reagan, ainsi que sur l'île de Miroa. Aujourd'hui, cette île est accessible à tous. Mais personne n'y a jamais trouvé de trinitite. Pourtant, les effets sur le sable auraient dû être les mêmes qu'avec l'explosion de Trinity. Et vu que cela se vend $15 000 le kilo, c'est étonnant que personne n'ait l'idée d'en faire le commerce. C'est parce que ça n'existe pas. Les premières trinitites qu'on a trouvées ont été fabriquées, puis ça devenait sans doute trop fastidieux à réaliser et ils ont laissé tomber. D'ailleurs, regardez comme c'est facile de faire un produit ressemblant à la trinitite. On chauffe au chalumeau du sable avec un peu de colorant, on laisse refroidir, et voilà, un bout de trinitite. $200 les 12 grammes. Vous ne me croyez pas? Eh bien, essayez donc d'aller sur des sites où ont eu lieu des explosions atomiques, à Reagan ou à Mururoa. Ces sites sont tout à fait accessibles maintenant, et essayez d'y chercher de la trinitite, parce que franchement, ça vaut le coup. $15 000 le kilo, mais ça m'étonnerait que vous en trouviez. Cette photo montre le point zéro de l'explosion de Trinity, le premier essai nucléaire américain en 1945. On voit Oppenheimer, le père de la bombe atomique, et Leslie Groves, responsable du projet Manhattan. La bombe faisait 20 kilotonnes, donc presque la même puissance que le test Able de 21 kilotonnes, où 5 grands navires de guerre ont été coulés et plusieurs ont été sérieusement endommagés. C'était aussi 5 kilotonnes de plus qu'Hiroshima, où la ville a été dévastée sur un rayon de plusieurs kilomètres. Et là, c'est tout ce que ça fait. Un ridicule monticule d'argile desséchée et un cratère tout aussi ridicule. Pourtant, l'onde de choc a généré une pression de 1000 bars, 1 tonne par centimètre carré. Beaucoup plus qu'à Hiroshima. Et voilà le résultat. Voici la tour où a été installée la bombe Trinity, à 30 mètres de hauteur. Voici le cratère donc que cela fait, j'ai fait un petit montage pour vous montrer. La température de l'explosion aurait atteint plusieurs milliers de degrés au niveau du sol. Et on nous montre un peu d'argile qui a séché au soleil. Vous pensez vraiment que plusieurs milliers de degrés auraient laissé de l'argile dans cet état? On nous dit qu'à Hiroshima, la chaleur au sol a été de plus de 1000 degrés jusqu'à 2 km du centre de l'explosion. C'est ce qui a tout brûlé dans la ville. Mais ici avec Trinity, où la bombe était plus puissante qu'à Hiroshima, le sol n'est même pas calciné.
Et puis autre chose, c'est que les effets qu'on nous décrit ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit. Voilà ce qu'on nous décrit. Le sable composé en grande partie de silice fondit et se transforma en un verre légèrement radioactif et verdâtre qui fut appelé trinitite. Mais sur la photo, c'est pas du sable, c'est de l'argile et même pas vitrifié. Et surtout, c'est tout ce qui nous montre comme preuve de l'explosion d'une bombe atomique de 20 kilotonnes à cet endroit. Pour l'explosion de la première bombe atomique dans l'histoire de l'humanité, pourquoi n'ont-ils pas fait une photo avec des militaires, des généraux? Là, ils nous montrent une photo avec 2 touristes les mains dans les poches. Et voici la seule photo en couleur de l'explosion, qui aurait été réalisée par Jacobi, un physicien. Pourquoi l'État américain n'a pas demandé à un professionnel de faire ce genre d'image? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris un amateur qui a fait des photos d'aussi mauvaise qualité? C'est vrai aussi que le flou est bien pratique pour cacher les détails. Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et pourquoi aussi il n'existe qu'une seule photo? Pourtant, on nous apprend que le groupe de photographes aura utilisé plus de 50 appareils photo différents, ainsi que des caméras spéciales pouvant prendre 10 000 images par seconde. Alors pourquoi ces images de Trinity sont aussi mauvaises? Regardez aussi l'image au ralenti de Trinity. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'une explosion atomique? On est en plein délire psychédélique là, non? Regardez cette photo des soldats devant l'explosion de Trinity. La bombe a explosé à 5h25, soit environ une demi-heure avant le lever du soleil. Comment est-ce possible que les soldats fassent des ombres? À cette heure-là, le soleil n'est pas levé, il ne peut pas y avoir d'ombre. Ou alors ils auraient été éclairés par un projecteur qui aurait été oublié. Dans ce cas, les soldats dans le fond ne recevraient pas autant de lumière que les soldats au premier plan et ne devraient pas être autant visibles sur la photo. Il s'agit là encore une fois d'un montage. Autre élément incohérent avec l'essai de Trinity. Il a eu lieu le 16 juillet 1945 et 3 semaines plus tard, le 6 août 1945, ils ont envoyé soi-disant une bombe atomique sur Hiroshima. Est-ce sérieux? Les tests sur n'importe quelle machine un peu complexe prennent plusieurs années. De plus, le système utilisé pour Trinity, sur la bombe appelée The Gadget, n'avait rien à voir avec la bombe soi-disant lâchée à Hiroshima. C'est un système complètement différent. Et surtout, la bombe de Trinity était une bombe au plutonium, alors que la bombe prétendument lâchée sur Hiroshima était à l'uranium et n'avait donc jamais été testée auparavant. Donc pourquoi effectuer un test avec un type de bombe et ensuite lancer une bombe totalement différente 3 semaines plus tard? Ça rajoute encore aux incohérences de ces explosions atomiques. La réponse à ces questions, la voici. 2 mois avant, ils ont effectué un test avec 108 tonnes d'explosifs classiques qu'ils ont même recouvert d'uranium. Vous voyez que mettre de l'uranium dans une bombe classique était un procédé déjà utilisé. Vous pourrez le vérifier sur Wikipédia. Ils prétendent que c'était pour tester le matériel de mesure. Mais c'est curieux de vouloir tester le matériel avec une explosion classique, alors que Trinity sera une explosion atomique. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas directement fait des essais avec une bombe atomique peu puissante? Et pourquoi n'existe pas de film ni de photos de cette première explosion classique alors qu'ils en ont fait pour celle de Trinity? Et pourquoi est-ce qu'ils ont réalisé cette explosion classique avec des explosifs conventionnels à 4h37 du matin, pendant la nuit? Pourquoi faire une telle explosion dans l'obscurité? Et est-ce que les images qu'on nous montre de l'explosion de Trinity ne seraient pas en fait celles de l'explosion conventionnelle? Alors voici à nouveau l'explosion de Trinity. Elle est à peu près éclairée, on voit l'environnement. Et alors pourquoi est-ce que le film se passe en pleine obscurité? Tout simplement parce que ce film n'est pas l'explosion de la bombe atomique Trinity, mais bien celle des 108 tonnes d'explosifs classiques qui a eu lieu en pleine nuit. Tout s'explique. Lorsqu'on analyse de près les images des soi-disant tests atomiques, on trouve systématiquement des incohérences, parce qu'à l'époque où ont été faits ces montages, les gens ne pouvaient voir les films qu'au cinéma ou à la télévision. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière ou ralentir les images pour analyser ces films. Maintenant qu'on peut le faire, les trucages sont nettement visibles. Alors, le 1er juillet 1946, les États-Unis font exploser la bombe atomique Able au-dessus de l'atoll des Bikini. La bombe testée avait une puissance de 21 kilotonnes, soit beaucoup plus que la bombe sur Hiroshima, où la ville a été ravagée sur plusieurs kilomètres.
Cette bombe a pour nom Able. Le souffle dépasse les 3000 km/h. Quelques jours plus tard, le 23 juillet 1946, dans le même atoll de Bikini, une deuxième bombe de même puissance explose sous la surface de l'eau. Donc la première bombe, Able, le 1er juillet 1946, avait une puissance de 21 kilotonnes. Beaucoup plus puissant que la bombe d'Hiroshima qui aurait ravagé une ville entière. Et la bombe Able aurait coulé 5 grands navires de guerre et elle en aurait endommagé plusieurs. 24 jours plus tard, le 25 juillet 1946, il photographie l'explosion de la bombe Baker. Alors ce n'est pas l'explosion qu'on va analyser ici, mais la plage d'où a été prise cette photo. Le ponton flottant est resté intact. Les feuilles du palmier sont exactement dans la même position. Et les cabanes de paille sont aussi restées exactement les mêmes. Comment expliquer que cette plage n'a subi aucun dégât alors qu'une bombe atomique plus puissante qu'Hiroshima a explosé à 6 km d'ici? Pour comparer, Hiroshima a été ravagé sur plusieurs kilomètres depuis le point d'impact, et ici il ne s'est rien passé. Alors vous allez dire que l'explosion s'est produite trop loin de la plage pour qu'il puisse y avoir des effets. Or on sait que l'explosion s'est produite à 6 km de la plage. Ou alors vous allez dire que la caméra était située sur une autre plage, par exemple ici. Ou bien ici, effectivement, à plus de 30 km, près de 20-30 km, l'explosion n'aurait plus trop d'effet. Mais on peut vérifier que la caméra était bien située sur l'île principale où étaient installés les bâtiments de l'US Navy, parce que sur la photo d'explosion, regardez les ombres des palmiers. Elle est orientée un petit peu à droite de la bombe atomique. Et on le vérifie cette photo, on voit bien où est la direction du soleil. Et si la caméra était située sur une autre île, les ombres seraient très différentes. Donc la caméra était bien située sur cette plage à 6 km de l'explosion, et donc les dégâts devraient avoir été très importants. Pourtant, sur la photo du bas, on voit bien que 3 semaines après la première explosion atomique, plus puissante qu'Hiroshima, la plage est restée exactement la même. Et puis pourquoi est-ce qu'il n'existe qu'une seule photo de ces explosions atomiques depuis cette plage? Pourtant on nous affirme qu'ils auraient pris 50 000 photos et 460 000 mètres de pellicule. Où sont-elles? Cela prouve que tout ceci n'est qu'un montage. En fait, ils ont filmé l'explosion avec des explosifs classiques, puis ils ont fait un copier-coller de cette explosion sur la plage. Mais lorsqu'ils ont fait ces montages en 1946, ils ne pouvaient pas savoir qu'un jour il y aura Internet et qu'on pourrait tout analyser. Alors on va analyser maintenant l'explosion Baker. J'ai entouré un rouge le nuage qui est au fond, et regardez, l'explosion se produit, et le nuage se fait littéralement engloutir par l'explosion atomique. Et voyez, le nuage réapparaît exactement le même. On va le voir au ralenti. Donc regardez bien, on voit bien que le nuage se fait engloutir, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. L'explosion atomique se propage, enfin soi-disant atomique se propage, et le nuage réapparaît exactement le même. La chaleur donc fait plus d'1 million de degrés, et l'onde de choc est de plus de 1000 bars. On va regarder de plus près ce qu'il se passe maintenant. Voici l'explosion, on fait un zoom, j'arrête le film, et regardez au niveau de la flèche verte, le nuage disparaît. Alors ce n'est pas l'ombre d'un bombe atomique puisque le soleil vient dans l'autre sens, on va donc dire que c'est la chaleur extrêmement élevée qui évapore le nuage. On continue, et regardez, tous les nuages se font littéralement évaporer par la bombe atomique, qui disparaissent littéralement. On revient sur l'image initiale, voici notre nuage, qui est englouti par la bombe atomique, qui disparaît en fait, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique, et le voici qui réapparaît identique. Donc il s'agit clairement d'un montage. Et la question est, pourquoi est-ce que dans ces cas-là il faut un montage? Pourquoi est-ce qu'ils truquent ces images de bombes atomiques? Si les bombes atomiques étaient réelles, ils n'auraient pas besoin de faire des trucages.
Cependant, ces explosions sous-marines ont réellement eu lieu, avec d'énormes quantités d'explosifs classiques. Et cela a tué des millions de poissons, ravagé les coraux, détruit toute la flore sous-marine. De l'uranium a été rajouté aux explosifs, qui n'ont rien d'atomique, contaminant ces zones pour des années. Les gens qui font ce genre de choses sont des dégénérés. Et voici maintenant la photo officielle de la bombe atomique qui a été soi-disant larguée sur Nagasaki. Alors regardez bien. D'abord, la partie du haut ne colle pas du tout avec la partie du bas. La colonne de fumée en bas est noire, puis brusquement elle devient blanche. Alors on pourrait croire que ce sont les nuages horizontaux à mi-hauteur qui font de l'ombre à la colonne de fumée, mais si on regarde de près, on voit que ces nuages sont très loin derrière, et ne sont pas à l'échelle. Ou alors ce serait la partie supérieure du champignon de fumée qui a fait de l'ombre à la partie inférieure. Alors cette partie devrait aussi être de couleur sombre. Et puis pourquoi cette colonne de fumée noire se rétrécit brusquement et sans aucune transition elle devient blanche? L'image donne une impression générale de faux. Et les essais français dans le Pacifique? La France aurait effectué 46 essais atomiques aériens dans le Pacifique entre 1966 et 1974. Voici l'essai Licorne le 3 juillet 1970 de 1 mégatonne, 600 fois plus puissant qu'Hiroshima. C'est la seule image couleur et assez nette d'un essai atomique français dans le Pacifique. Pourquoi est-ce qu'il n'existe qu'une seule photo en couleur de cette qualité de ces essais atomiques? Alors bien sûr, l'armée française n'est pas tenue de publier ces images en haute définition de tous ces essais, mais c'est quand même curieux que sur 46 essais aériens, il n'y ait qu'une seule photo en couleur et en haute définition. Les autres sont en noir et blanc, prises de très loin, et comme d'habitude, flou. Et quand il y a du flou, on revient à la photo principale, la seule photo qui existe des essais atomiques. Je l'ai agrandie et j'ai matérialisé l'horizon avec une ligne jaune. J'ai mis cette ligne juste un peu en dessous de l'horizon pour qu'on voit qu'on est bien exactement à la même hauteur. Et regardez, lorsqu'on passe de l'autre côté de l'île, maintenant l'horizon se retrouve sous cette ligne. Ils ne sont pas à la même hauteur. Et si on fait un agrandissement, c'est très net, regardez, on voit bien que la partie droite, au niveau de la mer et l'horizon à droite, sont beaucoup plus élevés que dans la partie à gauche. Cette photo est clairement un montage. L'armée française a donc réalisé de puissantes explosions atomiques dans le Pacifique, avec des explosifs conventionnels remplis d'uranium, mais comme ce n'était pas si terrifiant que cela, ils ont ensuite fait un montage pour que l'explosion semble gigantesque. Voilà à quoi ça ressemblait en fait. C'est moins impressionnant que cette photo, hein. C'est aussi curieux qu'avec Google Earth on ne puisse rien vérifier. Ils ont flouté certaines zones. Pourquoi? Depuis 20 ans maintenant, il n'y a plus aucun appareil militaire là-bas. Autre explosion dans l'atoll de Bikini, le test Castle Bravo, le 1er mars 1954. C'était une bombe à hydrogène de 15 mégatonnes, donc 1000 fois plus puissant qu'à Hiroshima. Voilà donc l'endroit où a eu lieu l'explosion. On nous dit qu'en une seconde, la boule de feu s'est étendue sur près de 10 km et qu'elle était visible à plus de 400 km. Regardez ce que ça représente par rapport à l'île, une boule de feu de 10 km de diamètre. Imaginez les dégâts que cela a causé sur la petite île juste à côté. Toute la végétation a été immédiatement brûlée et volatilisée. Le sol qui est constitué de corail ancien, c'est donc du carbonate de calcium et de sable aussi, qui fondent totalement à 1900 degrés. L'explosion de la bombe générant une température de plusieurs milliers de degrés, le sol de ces îles aurait dû alors être vitrifié en surface, empêchant le développement de toute végétation pour des années. Bien sûr, la végétation ensuite elle aurait repoussé, mais alors on devrait voir une différence très nette avec le reste de l'atoll, où les îles qui sont situées beaucoup plus loin, à 25 km et quelques, n'auraient pas subi la boule de feu de la bombe. On va se rapprocher de l'île, à côté de laquelle il y a une explosion 1000 fois plus puissante qu'Hiroshima. Regardez la végétation. Bien sûr, ça a repoussé 60 ans après. On va de l'autre côté de l'île maintenant à 25 km, et regardez la végétation. Elle est exactement identique. C'est impossible. Alors qu'à cette distance, à 25 km de l'île principale, il n'y a plus aucune chaleur. Donc même après que la végétation est repoussée, elle devrait être complètement différente d'une île à l'autre.
Ces soldats observent l'explosion atomique Dog avec une puissance de 21 kilotonnes, donc plus puissante que celle d'Hiroshima où plusieurs milliers de personnes ont été immédiatement tuées par les rayonnements ionisants. Admettons que les militaires ne soient pas touchés parce que ces rayonnements diminuent avec la distance, c'est quand même curieux que la pellicule photo ne soit absolument pas marquée par ce rayonnement de cette bombe 50% plus puissante qu'Hiroshima. Pareil dans cette vidéo d'un autre test, comment est-ce possible que ces soldats chargent sans souci vers l'explosion atomique alors que la radioactivité émise devrait immédiatement leur causer de sérieux problèmes? Remarquez aussi que le million de degrés de la chaleur d'explosion n'a même pas enflammé la végétation. Bombe atomique à Las Vegas n'est pas le titre d'un roman policier. Non, à partir des années 1950, à Las Vegas aux États-Unis, connu pour ses casinos, devient un centre d'attraction pour voir des essais atomiques. Il y en avait toutes les 3 semaines et la ville faisait une publicité intense sur ces explosions soi-disant atomiques et on venait assister à ces tests comme on irait au cinéma. Mais pas un mot sur les dangers d'une explosion atomique pourtant destinée à décimer des milliers de personnes en une fraction de seconde. Pourtant, sachant la puissance des rayonnements radioactifs dégagés par une explosion atomique, c'est étonnant qu'aucun des spectateurs n'ait subi immédiatement des séquelles sérieuses en allant voir ce spectacle. Pourquoi les États-Unis n'ont jamais utilisé à nouveau l'arme nucléaire pour arrêter une guerre? Pourtant, selon la propagande officielle, les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki ont arrêté net la guerre entre les USA et le Japon. En Afghanistan, la guerre dure depuis des dizaines d'années, coûte très cher aux États-Unis, des dizaines de milliers de soldats américains ont été blessés et tués, beaucoup plus que lors de la guerre contre le Japon, pour finalement très peu de résultats. Pourquoi n'ont-ils pas envoyé une bombe atomique en Afghanistan pour en finir avec cette guerre? Au Vietnam, la guerre a duré 20 ans, il y a eu plus de 3 millions de morts, dont 60 000 soldats américains. Pourquoi n'ont-ils pas arrêté cette guerre avec des armes atomiques? Pour une question d'éthique. Mais les guerres ont tué 1,2 million de personnes dans le monde depuis 1990, avec des bombes et des armes classiques. Quelle différence serait-il de tuer avec une bombe atomique ou avec une bombe normale? C'est pas pour une question d'éthique. Si l'arme nucléaire n'a jamais été utilisée, c'est parce qu'elle n'existe pas. Alors qu'il y aurait plus de 17 000 missiles à tête nucléaire répartis entre les USA, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, sans oublier la Corée du Nord. Ces missiles existent bien, mais ils ne contiennent aucune arme atomique à l'intérieur. Mais alors Hiroshima, Nagasaki? Le 13 février 1945, les États-Unis détruisaient la ville de Dresde en Allemagne en larguant 7000 tonnes de bombes incendiaires au phosphore avec les forteresses volantes B-29. Les mois suivants, ils ont détruit de la même façon 68 villes au Japon, avec de nombreux bombardiers qui larguaient chacun des milliers de bombes sur les villes, jusqu'à qu'elles soient complètement détruites. Et lorsqu'on regarde les photos, on voit que les dégâts sont exactement les mêmes dans les villes ayant été bombardées avec des bombes classiques que dans les 2 villes Hiroshima et Nagasaki ayant été bombardées avec une bombe soi-disant atomique. Donc voici la ville de Tokyo, j'ai mis une petite icône pour matérialiser les bombes incendiaires, et voici maintenant la ville de Nagasaki qui a subi une bombe atomique. Et maintenant Yokohama qui a subi des bombes incendiaires, et Hiroshima qui a subi une bombe atomique. Et vous remarquerez que dans les villes ayant subi des bombes incendiaires et dans les villes ayant subi une bombe atomique, les dégâts sont exactement les mêmes. Toute la ville est détruite de la même façon et il ne reste que les bâtiments en dur. Une bombe atomique ne peut pas produire les mêmes dégâts que des bombes classiques puisque son fonctionnement est complètement différent. Par exemple, les bombes classiques détruisent tout, même les constructions en béton, parce qu'elles explosent sur leur cible. Alors que la bombe atomique a explosé à 600 mètres d'altitude et produit essentiellement de la chaleur et de la radioactivité qui n'ont aucun impact sur le béton. L'onde de choc de l'explosion diminue très rapidement et à quelques centaines de mètres du point zéro, le souffle n'est pas assez suffisant pour détruire des murs. Une des caractéristiques du béton, c'est d'avoir une très bonne résistance à la compression. Il résiste à une pression de plus de 1000 bars, c'est-à-dire plus de 1 tonne par centimètre carré. 1 tonne par centimètre carré, c'est l'onde de choc générée par la bombe atomique à l'endroit où elle explose. Mais plus on s'éloigne de ce point, plus l'onde de choc diminue. Et à 700 mètres par exemple, l'onde de choc n'a plus aucune puissance pour détruire le bâtiment comme on le voit ici. On sait où est situé ce bâtiment, parce que regardez, on voit le pylône qui est au fond ici, et là on voit les arcades.
On les retrouve exactement ici, le pylône, et là au fond les arcades. On prend un peu d'altitude, voici l'immeuble qui a été détruit, ici. Voici l'endroit où la bombe atomique a explosé en altitude. Ce qui fait que l'immeuble est à environ 700 mètres du point d'explosion de la bombe, et à cette distance, l'onde de choc n'a plus aucune puissance pour détruire l'immeuble comme ceci. On revient sur l'image du point zéro de l'explosion, et donc l'onde de choc de la bombe atomique qui explose à 600 mètres d'altitude est orientée dans ce sens-là. On agrandit l'image, voici l'immeuble aux arcades, et l'onde de choc était donc orientée dans ce sens-là. Sur cette photo, donc l'onde de choc venait comme ça. Et comment ça se fait qu'elle a détruit le mur sur le côté, et non pas directement les immeubles en façade? C'est encore plus net sur cette photo, l'onde de choc arrivait directement sur ces immeubles en face, et pourtant on voit qu'elle a détruit l'immeuble sur le côté. Là c'est l'église de Nagasaki, on sait qu'elle était située à 1 km du point zéro, et à cette distance, l'onde de choc de la bombe atomique ne peut pas détruire le béton comme ça. C'est donc pas l'onde de choc d'une bombe atomique qui a détruit ces bâtiments, mais bien l'impact de milliers de bombes classiques. Si l'onde de choc était vraiment puissante, alors les ponts auraient dû s'écrouler. Ils ne sont pas du tout conçus pour résister à ceci. Et regardez ce pont situé à quelques dizaines de mètres du point zéro. Pourquoi est-ce qu'il est resté intact alors que le bâtiment en avant est sérieusement détruit? Regardez aussi cet autre pont situé un peu plus loin, le pont Ayo, comment ça se fait qu'il a résisté, alors que l'immeuble à côté est complètement détruit. Autre élément, la bombe atomique ayant explosé en un point précis au-dessus du sol, on devrait voir une destruction en radiant tout autour de ce point. Et voilà ce qu'on aurait dû avoir à Hiroshima. Des arbres et des bâtiments en bois qui devraient être couchés en rayonnant autour de ce point central, comme sur ce schéma. Mais la photo du point zéro d'Hiroshima ne montre aucun radiant. On va analyser maintenant de plus près le champignon atomique d'Hiroshima. Puisqu'on a vu que la bombe atomique ne fait pas de fumée, donc selon certains, ce champignon atomique proviendrait de la ville qui a été incendiée. On nous dit que ce champignon atomique faisait 17 km de hauteur, on va analyser que les 10 premiers kilomètres en considérant que le reste était de la vapeur d'eau. Si le champignon atomique avait une base de 300 mètres, alors dans ces cas-là, son volume était de 700 millions de mètres cubes. La masse volumique de la fumée étant de 3 kg par mètre cube, fait que la masse totale du champignon était d'environ 2 millions de tonnes. Dans la ville d'Hiroshima, il y avait 250 000 habitants. 4 personnes par habitation, sachant qu'une habitation pèse environ 10 tonnes, ce sont des maisons de bois, on va compter large, c'est compter large. Donc la masse totale des habitations détruites fait 700 000 tonnes. Donc il y a un problème. On a un champignon atomique qui pèse 2 millions de tonnes, et la masse totale des habitations qui seraient détruites ferait 700 000 tonnes. 700 000 tonnes de bois ne peuvent pas produire 2 millions de tonnes de fumée. Et même calcul pour la poussière au sol qui aurait été aspirée. Finalement, ni la fumée de la ville incendiée, ni la poussière aspirée du sol aura pu fournir une telle fumée. Donc d'où venait la fumée de cet énorme champignon? Et surtout, une ville incendiée ne produit pas une fumée de ce type. Et pour terminer, cette colonne de fumée est curieuse. Pourquoi elle est noire en bas, puis brusquement elle devient blanche? Vous pensez pas que cette photo est un montage? Pourtant, il existe de nombreux rapports médicaux concernant les effets de la radioactivité sur les rescapés d'Hiroshima et de Nagasaki. Or, ces organismes sont presque tous basés aux États-Unis, qui est responsable du bombardement sur le Japon. Regardez, PubMed, organisme basé aux États-Unis. PNAS, organisme américain. Radiation Research, encore un organisme américain. La BCC, créée par Larry Truman, vient des États-Unis. BioOne adresse à Washington. Il y a aussi des dossiers de l'Organisation mondiale de la santé, qui est à Genève, mais c'est une institution indépendante directement de l'ONU, organisme basé à New York. Et au Japon, on a cet organisme, mais c'est un organisme qui est en collaboration avec les États-Unis. Je n'ai rien contre les Américains, mais ces documents ne prouvent absolument rien. C'est la même chose avec les voyages sur la Lune ou la station spatiale. Vous pouvez trouver une quantité incroyable de documents parfois très précis, écrits par des techniciens honnêtes, mais cela ne correspond à rien de réel.
parce que c'est la source à la base qui est fausse. Et plus exactement, ça ne peut pas prouver que la bombe atomique existe. Pourquoi il n'existe aucun suivi réalisé par des chercheurs ou des médecins français sur les victimes des bombardements atomiques au Japon? Pourtant la France est le pays dont la part d'électricité nucléaire est la plus importante au monde. Et de telles études pourraient être utiles si jamais il y avait un accident sérieux. Mais je n'ai trouvé aucun document destiné aux médecins français, écrit en français. Pour terminer sur ce sujet, selon le gouvernement japonais, il y aurait eu 280 000 rescapés du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. On les appelle les Hibakusha. Il en resterait plus que 70 000 aujourd'hui. Mais ils sont où? Lors de la dernière cérémonie d'anniversaire avec le président américain Obama, en 2015, seuls 2 ou 3 vieillards étaient présents. Et où sont les 70 000 autres rescapés? Ils ne se sont pas déplacés pour l'événement. Pourtant, c'était la première fois qu'un président américain venait au Japon pour commémorer le bombardement d'Hiroshima. Mais les 70 000 rescapés encore vivants en 2015, seuls 2 d'entre eux ont voulu voir le chef du pays qui aurait largué une bombe atomique sur leur pays. Je sais pas, c'est curieux, non? Alors aucune des explosions qu'on nous montre ne sont des explosions atomiques. Mais est-ce que la bombe atomique pourrait exister? Non, la bombe atomique ne peut pas exister. Vous allez voir pourquoi. Alors lorsqu'un atome est brisé dans un volume d'uranium, les neutrons s'en échappent à une vitesse de près de 20 000 km par seconde. C'est tellement rapide qu'ils sortent immédiatement de la masse d'uranium et ne briseront pas d'autres atomes. C'est pour cela que dans une centrale nucléaire, on ralentit 10 000 fois la vitesse des neutrons avec un modérateur, souvent c'est de l'eau, ainsi cela augmente les possibilités qu'ils brisent d'autres atomes. Mais le cœur du réacteur d'une centrale nucléaire occupe un volume de 170 000 litres, soit le volume d'une très grosse citerne, alors que le volume d'uranium dans une bombe atomique ne fait que quelques litres. Donc lorsque la masse critique sera réunie dans la bombe, les neutrons vont s'en échapper beaucoup trop rapidement pour qu'ils brisent d'autres noyaux d'atomes, et la réaction en chaîne s'arrêtera immédiatement. L'émission de rayonnement gamma ne sera mortelle que dans les environs très proches de la bombe, et la chaleur ne sera pas suffisante pour générer la moindre explosion. Ils prétendent avoir installé des réflecteurs de beryllium pour éviter que le neutron s'échappe. Non, des réflecteurs de beryllium ne peuvent pas renvoyer des neutrons éjectés à près de 20 000 km par seconde. On a vu qu'il faut beaucoup d'eau pour ralentir ces neutrons dans la cuve d'une centrale nucléaire, ce ne sont pas quelques centimètres de métal dans une bombe atomique qui le pourront. Mais admettons que des réflecteurs arrivent effectivement à empêcher les neutrons de s'échapper. Alors quand les techniciens vont assembler la bombe, les neutrons qui sont émis par les fissions spontanées des atomes d'uranium vont rester à l'intérieur de la bombe et iront briser d'autres atomes. D'autres neutrons seront libérés, iront briser d'autres atomes et ainsi de suite. La réaction en chaîne ne se déclenchera pas parce que la masse critique ne sera pas atteinte, mais la bombe sera devenue tellement radioactive qu'il serait impossible de la manipuler. Et surtout, la bombe fondra parce qu'elle produira beaucoup de chaleur. Et là aussi, il n'y aurait pas la moindre explosion. Les spécialistes de la physique nucléaire diront que ce n'est pas aussi simple que cela, parce qu'il faut faire intervenir des notions complexes, comme le transfert linéaire d'énergie, la section efficace, le pouvoir d'arrêt radiatif, le flux neutronique, etc. Bon, admettons que la bombe atomique fonctionne en théorie. Il reste quand même une question fondamentale. Si on pouvait vraiment réaliser une bombe atomique, pourquoi ça n'a jamais été fait? Pourquoi il n'existe aucune image nous montrant une vraie explosion atomique comme ça devrait se passer, c'est-à-dire un intense flash de lumière et un important dégagement de chaleur sans aucune fumée? Pourquoi toutes les explosions qu'on nous montre ne peuvent pas être des explosions atomiques? Pourquoi il y a tant d'anomalies dans les images qu'on nous montre? Est-ce que mes démonstrations sont totalement fausses et biaisées? Ou est-ce plutôt parce que la bombe atomique n'existe pas? Et on peut se demander aussi pourquoi est-ce qu'ils ont construit des bombes atomiques aussi complexes et aussi énormes. La théorie nous parle d'injecteurs de neutrons synchronisés au milliardième de millimètre. Les photos nous montrent des câbles de partout. Pourtant, selon la théorie, il faut réunir environ 48 kg d'uranium pour que se produise la réaction en chaîne. Il suffirait donc d'avoir un cube d'uranium 235 de 15 cm de côté avec un trou. Puis lorsqu'on injecterait un cylindre dans ce trou, alors la masse critique serait atteinte et l'explosion se produirait. C'est aussi simple que cela. Pas besoin de ce stupide monstre de 4 tonnes soi-disant largué sur le Japon.
et en plus ce serait facile à transporter. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé ce système plus simple? Parce que réaliser un cube d'uranium ne justifierait pas les sommes astronomiques données par l'État aux organismes responsables de la fabrication de la bombe atomique. Et cela arrange bien certains. Et de même, les bombes H ou bombes à hydrogène, comme les bombes à neutrons, ne peuvent pas exister, puisqu'elles sont déclenchées par l'explosion d'une bombe atomique qui ne fonctionne pas et donc n'existe pas. Donc les bombes H et les bombes à neutrons n'existent pas non plus. Mais la Tsar bombe. La Tsar bombe, c'était la bombe à hydrogène réalisée par les Russes en 1961. La bombe la plus puissante qui n'ait jamais existé. 57 mégatonnes, soit 4000 fois la bombe lancée sur Hiroshima. Il paraît que cette bombe a bien explosé puisqu'on a enregistré l'onde de choc sur les séismographes en Europe. Êtes-vous sûr de cette information? Comment pouvez-vous la vérifier? Et surtout, c'est pas parce qu'on enregistre une onde de choc en Europe au moment où l'URSS prétend faire exploser une mégabombe qu'il s'agit bien d'une bombe à hydrogène. Parce que les sismographes ne font pas la différence entre l'onde de choc d'une explosion atomique et d'une explosion conventionnelle. Pas de bombe à hydrogène, pas de bombe à neutrons, pas de bombe atomique. Pourquoi un tel mensonge? Pour une simple question d'argent. En 1941, l'État américain avait alloué 2 milliards de dollars, ce qui correspond à 27 milliards actuels, pour réaliser la bombe atomique. Mais lorsque les chercheurs ont découvert que la bombe atomique ne fonctionnait pas, ils ne sont pas allés voir les dirigeants en leur disant qu'il n'y aurait pas de bombe atomique. L'État leur aurait supprimé le budget. Certains de ces chercheurs ont donc continué à promouvoir l'escroquerie, et cela leur donnait un travail et un bon revenu. Cela a aussi permis de maintenir la dépense militaire à un niveau très élevé, puisque l'arme atomique demande une technologie très complexe. Par exemple, la dissuasion nucléaire coûte près de 4 milliards d'euros par an à la France, pour une arme qui n'a jamais été employée et ne le sera jamais, puisqu'elle n'existe pas. Et dans cette époque de crise, 4 milliards par an pourraient être mieux utilisés. Mais cela profite tant à certains haut placés dans les sphères de la politique que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il y aura une autre hypothèse. L'énergie nucléaire entre en concurrence directe avec le pétrole. Et les bénéfices annuels des compagnies pétrolières se chiffrent en milliards de dollars. Lorsqu'on a découvert le formidable potentiel de l'énergie nucléaire, les dirigeants de ces compagnies pétrolières ont tenté d'éviter son développement en entretenant la peur. C'est peut-être eux qui financent via des chemins obscurs les programmes de tests atomiques. Ils ont donc réussi à associer en nous l'image terrifiante de ces bombes atomiques à celle de l'énergie nucléaire, ralentissant le développement et la recherche. Alors que ce serait peut-être le moyen pour résoudre la crise mondiale de l'énergie, mais bien sûr avec d'autres procédés que les centrales nucléaires actuelles, qui sont quand même de dangereuses cocottes-minutes à l'uranium. Est-ce que les chefs d'État savent que la bombe atomique n'existe pas? Non, ils ne savent pas, parce qu'ils ont des problèmes plus importants que ça à régler. Mais surtout lorsque par exemple un dirigeant comme le président de la Corée, Kim Jong-un, menace d'envoyer des missiles atomiques sur les États-Unis, est-ce que les conseillers proches de Donald Trump lui disent qu'il n'a rien à craindre parce qu'ils ont vu ma vidéo? Ou parce que des techniciens autrement plus qualifiés que moi lui ont dit que la bombe n'existe pas? Non, ils ne lui diront rien, car ceux qui ont monté cette escroquerie sont aussi dans les hautes places de l'État et ne diront pas aux dirigeants de leur pays que l'arme atomique n'existe pas. Sinon l'État ne leur donnerait plus les milliards annuels pour faire fonctionner cette fable. Au contraire, ils vont même dire qu'il faut prendre la menace très au sérieux. Bien entendu que certains techniciens, ingénieurs et chercheurs savent, mais ils préfèrent ne rien dire et garder leur emploi. Ils ont raison, parce que parler ne changerait rien et leur amènerait de gros problèmes. Et oui, il vaut mieux être indépendant pour parler de ce genre de sujet. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que le contenu vous a plu, c'est beaucoup de travail. Je n'ai rien inventé, vous trouverez tous les liens sur mon site mensonge.fr. Encore une fois, merci pour vos commentaires, et à bientôt.